Vers la fin des expulsions dans les logements HLM, c'est l'initiative de Jean-Louis Borloo, à ceci près que les mauvais payeurs devront faire preuve de leur bonne foi et s'engager à reprendre le paiement de leur loyer dès que possible. Irak, l'album des photos insoutenables continue de s'enrichir. Pour la première fois, des documents vidéo ont été rendus publics, des témoignages de soldats américains gardiens des camps de prisonniers en Irak. Cinéma à Cannes, c'est le retour en grâce du Péplum, une fresque sur la guerre de Troie avec Brad Pitt dans le rôle d'Achille. Ce récit tiré de la mythologie grecque a-t-il une réalité historique? C'est la question du jour. Réponse à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Commençons par une nouvelle grève à la SNCF qui perturbe en partie ce matin le trafic national et régional. Les chiffres oscillent entre 20% de grévistes selon la direction, un peu plus de 30% pour la CGT. Bref, ce n'est pas un jeudi noir, mais on peut s'interroger sur l'opportunité de cet arrêt de travail de 24 heures pour un problème annexe à celui des voyageurs, à savoir le fret. C'est en effet le plan de réorganisation du trafic marchandises SNCF en déficit qui est la raison officielle de ce mouvement. David Boéry. Chacun cherche son train. Jour de grève, gare Saint-Lazare. C'est la bousculade aux heures de pointe, car seule la moitié du trafic est assurée. Et tôt ce matin sur les quais, c'était déjà le ras-de-bol. C'est n'importe quoi les grèves. Pourquoi? C'est nous qui payons, c'est nous les ouvriers qui payons, quoi. Incompréhension sur le motif de la grève. Les voyageurs ne comprennent pas toujours pourquoi ils payent pour un problème de marchandises. Je trouve anormal d'être pénalisé parce que bon, ça ne nous concerne pas trop les problèmes de train de marchandises. Donc on aurait bien aimé qu'il y ait un minimum quand même de trains en circulation dans la journée. Vous vous sentez concerné? Personnellement non, mais enfin personnellement si, parce que si effectivement on pouvait éviter de multiplier les camions sur les routes et si on pouvait trouver d'autres systèmes pour effectivement faire acheminer les produits, que ce serait une solution, je sais pas. 4 syndicats ont lancé cette grève de 24 heures pour réclamer l'ouverture de négociations sur l'activité fret de la SNCF. Le transport de marchandises est aujourd'hui très déficitaire. Pour redresser les comptes, la direction a présenté un plan qui prévoit cette année la suppression de 2500 postes. Avec ce mot d'ordre, la CGT se défend de prendre les usagers en otage. Nous ne sommes pas des gréviculteurs, nous avons le sens aussi de l'intérêt général, c'est pour ça que nous avons ces derniers jours tenté d'informer le plus largement possible les usagers sur les motivations et les raisons de ces grèves. De son côté, la direction de la SNCF assure qu'il y aura une solution pour tous les cheminots concernés par la réforme. Pour elle, c'est l'avenir du transport de marchandises qui est aujourd'hui en jeu. Ces économies que nous allons pouvoir faire sur des dessertes hyper déficitaires vont nous permettre de développer du trafic là où, comme nous consommions nos moyens à faire ces toutes petites dessertes avec très peu de transport, nous ne pouvions plus faire des grosses. Les usagers n'en ont pas fini avec les perturbations. La grève se poursuit jusqu'à demain matin, 8 heures. Il y a également une grève dans les centres de tri de la Poste aujourd'hui dans toute la France. Décidément, les ministres du gouvernement Raffarin se disputent les bonnes pages du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, c'est le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, qui annonce que les locataires de résidences HLM, dans l'impossibilité de payer leur loyer, ne pourront plus être expulsés. Il faudra tout de même prouver sa bonne foi et accepter finalement de signer une sorte d'engagement de reprise des paiements dès que possible. À ce jour, il faut savoir que 35 000 familles sont en procès avec leur organisme HLM. Laetitia Legendre, Vanessa Roy. Prendre des mesures d'urgence, suspendre les expulsions, c'est ce que revendiquait le DAL, qui avec des associations de chômeurs occupait hier après-midi l'école des hautes études. Il semble avoir été en partie entendu, car ce matin, le ministre de la Cohésion sociale annonçait une mesure choc, la fin des expulsions dans les HLM pour les locataires qualifiés de bonne foi. L'idée, on fait un moratoire. On arrête d'expulser les gens de bonne foi contre la reprise des paiements du loyer, en tous les cas dans le parc social. Et on appelle les propriétaires privés à essayer de suivre cette règle. Cette mesure ne concerne pas les perturbateurs, mais bien les locataires jugés de bonne volonté qui s'engageront à reprendre le paiement de leur loyer. Ces dernières années, les expulsions de force ont considérablement augmenté. 4 700 en 1997, 7 500 en 2002. Pour les associations, il était temps de réagir. C'est applicable, oui, s'il y a à la fois une volonté politique, si l'ensemble des acteurs sont au rendez-vous et le mouvement Emmaüs souhaite être au rendez-vous, ces personnes-là sont en rupture avec l'administration. Dès qu'on est dans des mesures de justice, elles s'éloignent encore plus. Nous, ce qu'on sait faire, c'est retisser ce lien.
Autre mesure phare, l'aide personnalisée au logement, l'APL, sera de nouveau versée à ses locataires. Elle était jusqu'alors suspendue, au 3e loyer impayé. Ces mesures n'effacent pas les dettes du passé. Les offices HLM, qui ne sont responsables que de 20% des expulsions, sont plutôt favorables à cette réforme qui évitera à certaines familles d'être encore plus précaires. Quand on arrive à l'expulsion, c'est le dernier stade. C'est un échec. C'est un échec pour l'organisme bailleur, mais c'est un échec pour le locataire aussi. Et donc, le problème, c'est de prévenir avant l'expulsion. Et le plus tôt on prévient, le plus tôt on rétablit, mieux on se porte. En 2002, le nombre de loyers impayés dépassait les 260 000. Ces dernières semaines, les expulsions ont repris de plus belle. Et même si ces annonces ne concernent pas le secteur privé, professionnels et associations attendent beaucoup de ces mesures applicables dès aujourd'hui. Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, 5 jeunes gens, dont un mineur, sont accusés de viol sur une mineure. Comme dans une récente affaire qui s'était passée dans le département de l'Ain, eh bien, cette jeune fille a révélé qu'elle avait eu à subir presque quotidiennement des violences sexuelles. Son calvaire a duré un peu plus de 3 mois. Muriel Lassaga, Olivier Combe. C'est apparemment un quartier tranquille où l'on pensait qu'il ne se passait rien. Mais dans ces caves d'immeubles, des viols collectifs ont eu lieu, organisés par une bande de copains, majeurs et mineurs. Et les jeunes qui ont été arrêtés, interpellés, vous en connaissez? C'est toute l'équipe d'ici. Hein. Ces petits caïds. Ils jouent en caïd, c'est tout. Hier matin, ces 5 jeunes garçons, dont un mineur, ont été mis en examen pour viol en réunion sur personnes vulnérables. En un mot, une tournante, et en plus sur une mineure qui a finalement porté plainte après avoir été violée 6 mois durant et presque quotidiennement sous la menace. L'enquête a établi qu'il venait parfois l'attendre à la sortie de son domicile ou même qu'il la pourchassait dans les rues pour la rattraper et l'embarquer au sein du groupe, au sein de la bande de jeunes. La victime est fragile psychologiquement. Apparemment, ses agresseurs en ont profité et du coup, ils parlent tous d'une fille consentante. Lorsque les faits ont été commis, mon client, mais ça vaut pour les autres protagonistes, n'avait pas la conscience d'aller à l'encontre du consentement de cette jeune fille. Pour ces faits graves, les jeunes encourent jusqu'à 20 ans de prison. C'est la première fois qu'une telle affaire se produit dans la région et bien sûr, elle a surpris tout le monde. Car ici, nous sommes dans une petite ville de province. Orthez ne compte que 10 000 habitants, bien loin des cités dortoirs et de leur délinquance. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que l'on croyait. L'actualité de ce jeudi, c'est encore l'Irak avec un voyage surprise ce matin du ministre de la Défense américain, Donald Rumsfeld, qui s'est rendu à Bagdad en compagnie du chef d'état-major de l'armée américaine. Il est venu rencontrer sans intermédiaire les officiers responsables des camps de prisonniers en Irak. Ce voyage a lieu quelques heures après que les Américains aient pu voir sur leurs écrans de télévision, après des photos, cette fois-ci des documents vidéo relatant des témoignages de gardiens de prison de l'armée américaine enregistrés sur les lieux mêmes de détention en Irak. Alain Chalron, reportage. 60 Minutes, l'émission par laquelle le scandale est arrivé. L'émission qui a révélé il y a tout juste 15 jours les mauvais traitements dans la prison d'Abu Ghraib. 60 Minutes proposait hier soir une autre plongée dans l'univers carcéral militaire en Irak, le camp Bouka, dans le désert. 7000 prisonniers dans la chaleur et les vents de sable. C'est le journal vidéo d'une gardienne qui a voulu rester anonyme. Pas d'image de torture dans cette émission, mais son témoignage, notamment cet incident. On a tiré sur 2 prisonniers aujourd'hui. L'un d'entre eux a été touché à la poitrine pour avoir menacé avec un bâton l'équipe de distribution de nourriture. L'autre, on lui a tiré dans le bras et on ne sait pas encore si le premier est déjà mort. Mais c'est surtout un document accablant pour l'armée américaine. Absence totale d'encadrement, racontent 2 anciens gardiens sanctionnés pour mauvais traitements infligés aux prisonniers. À l'intérieur du camp, il n'y avait personne de la hiérarchie. Et où étaient-ils ? Je ne sais pas, on ne les voyait pas. Sous-effectifs criants, notamment lors d'une révolte des prisonniers. À ce moment-là, on était 45-50. 45-50 soldats? Oui. Et combien de détenus? Un peu plus de 7000. Des conditions de vie épouvantables pour les prisonniers comme pour les gardiens. Les mêmes sempiternelles rations alimentaires, pas de médecins ni de médicaments et ces vipères mortelles qui, dit la voix anonyme, ont emporté 2 détenus.
Je détestais cet endroit, dit-elle. Lorsque les prisonniers étaient libérés, on avait l'impression, nous, de rester derrière les barbelés. Incroyable misère de ces camps de détention de l'armée la plus riche du monde, révélée ainsi au grand jour, alors que le matin même, le ministre de la Défense avait demandé au Congrès une rallonge de 25 milliards de dollars. Et chaque jour, l'album photo des tortures et sévices subis par les prisonniers irakiens s'enrichit, malheureusement. Hier soir, une commission parlementaire américaine a visionné toute une série de nouveaux clichés. Ils sont à ce point insupportables qu'aucun d'entre eux ne sera communiqué à la presse. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Dans leur sacoche, de nouvelles photos et des vidéos prises à la prison d'Abu Ghraib. Les militaires les ont mises à disposition des parlementaires américains pendant quelques heures et à huis clos seulement. Des parlementaires bien peu bavards à leur sortie, mais unanimes. Ce sont des photos très pénibles à voir. Je ne sais pas s'il y a un degré dans l'horreur, mais ce sont les pires clichés que j'ai vus jusqu'à présent. Près de 1000 clichés au total ont été pris à la prison, tous datés de l'automne dernier. Mais comment se sont-ils retrouvés sur les écrans du monde entier? En fait, ces photos regroupées sur des compacts disques circulaient discrètement parmi les soldats chargés de la surveillance de la prison. Et c'est l'un de ces compacts disques qu'un soldat, Joseph Darby, a décidé de remettre à ses supérieurs. Nous sommes le 13 janvier. Je n'aime pas ce mot de délateur. Pour moi, Joseph est un honnête homme, c'est un héros. Aussitôt, l'enquête débute. 4 jours plus tard, les premières sanctions tombent. Le général Janis Karpinski, responsable des prisons de Bagdad, est relevé de ses fonctions. Et 7 autres soldats sont suspendus. Parmi eux, le sergent Frédéric, gardien de prison dans le civil. Dès sa mise en cause, il envoie courrier sur courrier à sa famille, pour expliquer qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, qu'il n'est qu'un bouc émissaire. Ses parents et son oncle le croient. Ils accusent l'état-major de vouloir étouffer l'affaire. Ils envoient des lettres à une quinzaine de parlementaires, en vain. Nous sommes au mois de mars, personne ne parle encore d'Abu Ghraib. Ils contactent alors un ancien militaire devenu journaliste qui les met en relation avec l'émission de télévision 60 Minutes. Les photos sont publiées pour la première fois le 26 avril, plus de 3 mois après que les plus hautes autorités militaires ont été informées de leur existence. Le scandale tant redouté éclate malgré tout. En marge de la guerre en Irak, le conflit israélo-palestinien gagne lui aussi également en cruauté. L'armée israélienne a fini par récupérer hier les restes de 6 soldats israéliens tués à Gaza. Israël qui vient de perdre 11 soldats en 48 heures dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Ariel Sharon veut continuer à évacuer Gaza. La majorité des Israéliens est pour, mais son parti est contre. Charles Anderlin à Jérusalem. La guerre, c'était à 18h30 au sud de Rafah. Pour la seconde fois en 24 heures, un transport de troupes israélien explosait. Une roquette anti-tank palestinienne avait mis le feu aux charges qui se trouvaient dans le véhicule. Les corps des soldats ont été déchiquetés et projetés à des centaines de mètres. Depuis hier soir, les combats se poursuivent. L'armée recherche les restes de ces soldats. Au moins un corps serait aux mains du djihad islamique. Tôt ce matin, des hélicoptères ont tiré des missiles sur des objectifs palestiniens. À Gaza, en 2 jours, il y a plus d'une centaine de blessés, 25 Palestiniens et 11 soldats ont trouvé la mort. Pour Tsahal, ce sont les pertes les plus importantes de ces 2 dernières années et le quotidien Maarif titre « La malédiction de Gaza ». Et de rappeler que les militants du Likoud ont rejeté l'idée d'un retrait de Gaza. Yediot Aharonot, le journal le plus lu du pays, cite Shlomo Vyshinsky, un acteur célèbre et père d'un des soldats tués à Rafah. Je ne veux pas que mon fils soit mort pour rien, victime des membres du Likoud. Si vous voulez tuer les Palestiniens, tuez-les. Le pouvez-vous? Non. Alors laissez-les vivre et laissez-nous vivre. Une grande manifestation de gauche en faveur d'un retrait de Gaza est prévue pour samedi soir. C'était en France samedi dernier à Villiers-le-Bel, en région parisienne. Une bombe artisanale était découverte dans les jardins d'une synagogue. Le coupable, un jeune homme de 19 ans, a été arrêté. D'après les enquêteurs, il présente des troubles du comportement. Il a déjà été arrêté et condamné pour une fausse alerte à la bombe.
La pollution des mers est souvent attribuée aux pétroliers ou aux cargos naviguant sous des pavillons de complaisance quelque part entre Malte ou bien des îles des Caraïbes. Eh bien, on se trompe parfois. En effet, c'est l'équipage d'un bateau français de la compagnie Corsica Ferry qui est soupçonné de dégazage au large du Cap Corse. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Libéré sous caution, 500 000 € pour pouvoir lever l'ancre. Les gendarmes maritimes viennent signifier au commandant du Méga Express qu'il peut repartir. Il était immobilisé dans le port de Nice depuis hier. Lors d'un survol par un avion de la Marine nationale, il a été constaté par un OPJ une pollution à l'arrière du Méga Express qui faisait son trajet retour entre la Corse et le continent. S'il s'avère que c'est une pollution volontaire, le commandant du navire risque une amende qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros. L'équipage du navire a été entendu toute la nuit par les gendarmes. La compagnie plaide la bonne foi, elle reconnaît le rejet de résidus d'hydrocarbures, mais selon elle, il serait dû à la fois à une erreur humaine, une vanne mal fermée, ainsi qu'à une défaillance technique. Une soupape commandée à distance n'aurait pas fonctionné correctement, la pollution serait donc involontaire. Vous n'imaginez quand même pas une compagnie qui dessert la Corse depuis 40 ans, qui par ailleurs s'engage dans des opérations pour la protection de l'environnement, venir dégrader ce même environnement. Reste à convaincre les enquêteurs, c'est bien pour pollution volontaire que le commandant du navire doit être cité à comparaître. C'est une saisie de 200 000 comprimés de stéroïdes anabolisants qui a été opérée à Dunkerque. Il se trouvait à bord d'un camion polonais, qui s'apprêtait à embarquer pour l'Angleterre. Christophe Widman, Rémi Poissonnier. Les douaniers ont saisi 8 cartons comme celui-ci. À l'intérieur, des centaines de boîtes contenant ces petites pilules blanches fabriquées en Bulgarie. Un vrai trésor pour sportifs dopés. 200 000 cachets de méthyltestostérone, un stéroïde anabolisant. Une substance totalement interdite, conditionnée, comme un banal médicament. Les douaniers ont intercepté ce chargement ici, au départ du ferry qui conduit les poids lourds de la France vers l'Angleterre. Le camion et le chauffeur sont polonais, ils venaient d'Allemagne. Les stéroïdes étaient à peine dissimulés dans une cargaison de pièces détachées. Ce chauffeur est interpellé, bien entendu, puisqu'il détient dans son camion, il détient ce genre de produit. Par contre, à l'audition, il n'a pas été démontré qu'il était au courant de ce qu'il transportait. Autrement dit, aucune poursuite envisagée, on ne saura rien de l'expéditeur ni du destinataire. La cargaison devait alimenter le marché du dopage au Royaume-Uni, pour les sportifs en général et les culturistes en particulier. Les stéroïdes permettent d'augmenter artificiellement la masse musculaire. En Europe, 6% des personnes fréquentant les salles de musculation reconnaissent en prendre régulièrement, malgré les risques graves pour leur santé. Va-t-on vers une interdiction du téléphone portable qui fait des photos dans certains lieux? Dans un collège de Saint-Brieuc, en tout cas, 8 élèves ont été sanctionnés pour avoir pris en photo avec leur portable leur professeur, et puis ensuite, ils l'ont fait paraître sur un site internet. Ce qui peut paraître comme une blague d'écolier peut prendre des proportions plus inquiétantes quand on sait qu'aux États-Unis, un site pornographique a été créé par un groupe de ces photographes équipés de portables. Frédéric Crotta, Jacques Defoe. Une blague de potage qui n'est pas du goût de tout le monde. Certains membres du corps enseignant de ce collège n'ont pas apprécié de retrouver leurs photos sur des sites internet pour adolescents. Des photos prises en tout bien tout honneur en classe avec des téléphones portables dotés d'objectifs photo. Les commentaires qui accompagnaient les photos de professeurs n'étaient pas toujours très heureux et il y avait manifestement de quoi blesser certains. Ce nouveau produit fait fureur, surtout auprès des jeunes. Un téléphone portable sur 2 environ est doté d'un système de photos. Le problème, c'est que les acheteurs ne sont pas forcément alertés. Pour l'instant, niveau législation, il n'y a rien. Donc je pense que pour l'instant, ça ne s'impose peut-être pas. Erreur, le droit à l'image est au contraire très précis et ce n'est pas parce qu'un objectif se cache dans un téléphone portable que son utilisateur peut faire tout et n'importe quoi. Il n'a pas le droit d'abord de la prendre elle-même, la photo, c'est-à-dire la fixation de l'image d'une personne sans son consentement est interdit. Et bien évidemment, il n'a pas le droit de la transmettre, et encore plus, il n'a pas le droit de la publier. Actuellement aux États-Unis, des sites internet accueillent des photos pornographiques prises avec ce type d'appareil, dont la qualité ne cesse d'augmenter.
Là, dans quelques semaines, quelques mois, on va avoir des appareils qui seront vraiment presque sur une qualité d'appareil photo numérique, avec 1 million de pixels. Et là, on sera vraiment sur de la photo qu'on pourra imprimer sur du papier photo et on sera vraiment sur une très très bonne qualité. Plus fort encore, l'apparition de la vidéo dans les téléphones. Des petits films tournés d'une manière clandestine, et pas tous forcément ludiques, risquent donc de faire bientôt leur apparition. Fermeture de l'usine Nestlé de Marseille annoncée par la direction. 424 emplois sont en balance. Les syndicats et les salariés se disent surpris, ne s'attendaient pas à une telle décision. Yvan Martinet, Christophe Larocca. Les employés affichent la couleur, le deuil. La direction l'a annoncé hier. Ici, 430 emplois vont disparaître. C'est un décès pour nous. C'est quelque chose de terrible. 430 personnes qui vont se retrouver dans la précarité. On ne sait pas quel est notre avenir. C'est un avis de décès. Je pense que le premier trimestre, ils ont fait 5,1% de bénéfices dans le monde, Nestlé Monde. Et 15 jours après, on nous annonce qu'on est tous à la rue. 11 heures, les ouvriers cessent le travail 1 heure plus tôt, abasourdis par la nouvelle. Je suis là depuis 1968. J'ai quand même 36 ans de boîte. C'est le dégoût. Le dégoût. Le directeur est sorti sur le pas de la porte en nous disant que l'usine était en son activité. Et en installant un salarié comme ça. Et on erre, voilà, on erre. À l'intérieur, les machines tournent dans le vide. Seuls quelques employés restent à leur poste, pas le choix, elles sont intérimaires. Comme les sous-traitants, elles aussi seront touchées. Si toutes les usines à l'heure actuelle vont fermer, qu'est-ce qu'on va devenir? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Selon la direction, l'usine Nestlé de Marseille est malade. D'ici 1 an, tout au plus, elle fermera ses portes. En début d'année, nous avons perdu de grosses commandes, d'importantes commandes, notamment sur 2 secteurs importants de notre activité, à savoir le café soluble et la production de café vert décaféiné. Demain, les employés de Nestlé prévoient de manifester à Arles aux côtés des licenciés de l'Ustucru. C'est une affaire que nous avions évoquée il y a quelques semaines de cela. Une victime d'accident de la route devenue handicapée gagne en première instance son procès contre le département du Var. C'est l'état de la route qui était en question à la suite de cet accident. Ensuite, la compagnie d'assurance du département avait fait appel de ce jugement avec succès. Elle vient de renoncer. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplin. Il a tenu à se déplacer pour l'entendre par lui-même. Je constate le désistement d'instance de la compagnie AXA. Affaire radiée, en clair, sa dette est effacée, on ne lui réclame plus rien. Soulagé parce que j'ai vécu des moments catastrophiques. Ma femme, moi et tous les gens qui sont autour. Avril 91, le véhicule de Philippe Balabio dérape, la route est recouverte de gravier. L'accident le cloue dans un fauteuil, la zone dangereuse était mal signalée, il attaque et gagne en justice contre le département du Var jugé responsable. La compagnie d'assurance du département lui verse 2 600 000 francs. Le mois dernier, Philippe Balabio nous expliquait pourquoi il avait immédiatement dépensé cet argent. J'étais chez mes parents, donc il n'y avait rien d'aménagé. Alors il fallait qu'on m'aide à me transférer sur les WC, dans la baignoire et tout. Donc j'ai acheté cette maison, je l'ai fait adapter. Problème, l'assureur du Conseil général fait appel, la justice tranche, les torts sont partagés. Philippe Balabio doit rembourser 368 000 € à la compagnie d'assurance. C'est à cette créance que l'assureur vient de renoncer. Nous gérons des centaines de milliers de sinistres et nous avons des cas particuliers dont nous devons tenir compte précisément pour avoir cette gestion humaine de situations très difficiles. Pression médiatique ou réelle compassion, l'essentiel pour Philippe Balabio est d'avoir conservé sa maison. C'est la fin heureuse d'une pénible bataille juridique. Il va pouvoir se consacrer à ses perroquets, sa seule passion. À la fin de l'année dernière, au début de cette année, l'épidémie de légionellose qui a fait au total 17 morts faisait la une de l'actualité. Après que le propagateur principal de cette épidémie ait été identifié, l'usine Noroxo d'Arnes dans le Pas-de-Calais, les associations de victimes n'ont pas pour autant cessé d'agir. Elles rappellent que les actions en justice ne sont pas éteintes et qu'il y a toujours des malades. Frédéric Vion, Dominique Mas. Elle est devenue l'égérie des victimes de la légionellose, qu'il s'agisse des malades qui ont survécu ou bien des familles de ceux qui ne sont plus là. En décembre dernier, Martine Delaby perdait son mari, emporté par la bactérie, et depuis son but est de faire aboutir une action en justice. Elle a derrière elle 22 familles et autant de plaintes, des plaintes déposées parfois par des malades encore très atteints.
Il y a encore des gens malades, qu'ils soient en pneumologie, en néphrologie ou ailleurs, mais qui sont encore en soins hospitaliers, oui. Mais il y a ceux également qui sont chez eux et nécessitent toujours autant de soins et sont très mal. Car la légionellose est une maladie dont on ne se débarrasse pas comme ça. Bon, redressez-vous bien, monsieur Hoffman. Redressez-vous bien. Voilà, doucement. Au plus fort de l'épidémie, Marcel Hoffman a été trouvé sans connaissance, chez lui, par sa boulangère. Après plusieurs semaines dans le coma, puis en réanimation, il récupère peu à peu dans cette clinique où il séjourne depuis 3 mois déjà. Mais pour cet homme autrefois très actif, qui avant d'être malade faisait encore du vélo, certaines séquelles seront hélas permanentes. Voilà. Soufflez à votre aise. Ce matin, j'ai essayé de couper une planche, eh ben, vous savez, c'était très dur. Hein. Alors qu'avant, vous y arriviez? Bah oui. Hein. On permet aux patients de retravailler la ventilation, l'ampliance respiratoire, le contrôle du souffle, au repos et à l'effort, par différentes techniques bien connues. Ça, c'est une séquelle à court terme, mais qui peut être aussi à moyen et à long terme, et qui est due à l'attaque de la légionelle sur le poumon. Dans cet établissement, des essais sont également réalisés, grandeur nature, pour que chaque patient trouve à son retour chez lui un environnement à ses mesures, le but étant que chacun redevienne rapidement le plus autonome possible. Un conseil des ministres franco-allemand, le 3e de l'année à Paris aujourd'hui. Les deux pays sont en phase sur les principaux sujets du moment, exception faite peut-être des aides faites à certains secteurs de l'industrie par la France. Un aparté a été remarqué à l'occasion de cette rencontre qui n'a rien à voir avec les relations entre les deux pays. Pendant de longues minutes, eh bien Jacques Chirac s'est entretenu donc à part avec Nicolas Sarkozy. L'Allemagne, comme la France, essaie de relancer la consommation. Elle subit les mêmes phénomènes économiques. Ainsi, les magasins à prix cassé, les hard discount en anglais, représentent à présent 35% de la distribution en Allemagne. Comme en France, eh bien, cet engouement pour les magasins à très bas prix s'explique par la crise économique et sa conséquence, le chômage. Patrice Ramden à Berlin. Billiger, autrement dit toujours moins cher. C'est à ce genre de détails que se révèle la persistance de la crise. Par endroits, l'Allemagne ressemble à une gigantesque solderie et des magasins d'un genre nouveau font leur apparition. Comme ici, où le prix affiché ne veut rien dire, c'est juste une base de discussion. Ici, le client est sommé de marchander. Nos rabais peuvent aller jusqu'à 40% du prix indiqué. Vous savez, les salaires ne cessent de baisser, alors on réfléchit avant de dépenser, même si le marchandage ne fait pas partie de la culture allemande. 4,5 millions de chômeurs, une consommation morose, une économie en récession. Voilà qui explique le succès du marchandage et des enseignes à prix cassé. Elles sont 3 fois plus nombreuses en Allemagne qu'en France, et les premiers à en souffrir sont évidemment les magasins traditionnels. La baisse générale de la consommation, on le ressent. Nous sommes cernés par les slogans du style « l'avarice c'est génial ». Ça crée une ambiance peu propice à la dépense. Dès lors, c'est à qui fera la proposition la plus spectaculaire. Champion d'Allemagne en la matière, ce loueur qui propose ses voitures pour 1 € par jour. Bien sûr, il y a un truc. Eh bien, c'est très simple, je gagne de l'argent avec la publicité qui se trouve sur la carrosserie des voitures. Le client a l'obligation de rouler en ville et de parcourir au moins 30 km par jour. La voiture support de pub, le concept est en train d'envahir l'Allemagne dont le consommateur, non content de dépenser moins, tente en plus de récupérer sa mise. En témoigne la réussite éclair de cet homme qui est en train de faire école. Il met son savoir-faire multimédia à votre service, il récupère toutes vos vieilleries et se charge de les vendre aux enchères sur Internet. Au passage, il prend 15%, c'est ce qu'on appelle surfer sur la crise. Le Champ de Mars à Paris portait bien son nom ce matin. La Fédération nationale de la viande bovine a procédé à une dégustation. Ses représentants manifestent contre les nouveaux accords entre l'Europe et l'Amérique du Sud qui risquent de porter un coup à leur chiffre d'affaires quand on sait que l'Argentine, par exemple, est le plus gros producteur de viande bovine au monde. Laurence Decherf, Frédéric Pasquette. Qu'elles soient charolaises, limousines ou encore normandes, elles sont une trentaine à s'être déplacées de leur province pour une journée sous la Tour Eiffel. Venus dénoncer les négociations en cours entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud, les éleveurs bovins sont en colère. Inadmissible et il faut donc l'expliquer parce que ça sera la fin. Ça sera la fin de la République. Supprimer les aides européennes à l'exportation et enlever les droits de douane pour la viande venue de ces pays, c'est mettre la clé sous la porte.
Je crois qu'il faut que le consommateur sache que 10 tonnes de viande importée des pays d'Amérique latine, c'est un éleveur de moins dans notre pays. Un éleveur de moins, ça veut dire qu'à moyen terme, le Massif central se retrouve en désert. Avec une viande à 1 € le kilo, les éleveurs du Brésil ou d'Argentine sont 3 fois moins chers que les éleveurs européens. Mais tous ne jouent pas dans la même cour. Ce sont des élevages de 100 000 têtes avec des mangeoires de 10 km et des animaux dans la boue jusqu'au cou et bien souvent, pour ne pas dire toujours, hormonés. Tromperie donc des consommateurs européens qui souhaitent avoir une totale transparence dans la production de viande bovine. Bref, une traçabilité impossible à obtenir pour le consommateur. Pour les éleveurs français, c'est toute la filière qui va souffrir. On remet en cause à chaque fois le monde rural, les éleveurs en place et tout le monde qui gravite autour, à savoir la transformation et tous les emplois qui suivent. On n'est pas les seuls concernés par ces mesures. Une tonne de viande exportée serait 10 hectares de forêt en moins au Brésil pour faire place au pâturage. Un argument écologique pour les éleveurs qui planteront, après la dégustation, des arbres au pied de la Tour Eiffel. Et les producteurs de chou-fleur bretons sont également inquiets. Depuis plusieurs jours, ils manifestent. Ce matin, ils ont été reçus par le ministre de l'Agriculture, M. Guémard. Ils sont inquiets. Ils veulent des subsides de l'État face à la détérioration des prix à la vente. Ils sont également inquiets de l'élargissement vers l'Est de l'Union européenne avec de nouveaux concurrents dans leur secteur. L'agriculture encore avec la concurrence sur le marché européen des fruits et légumes qui est sévère. C'est l'Espagne qui ces dernières années s'est montrée la plus dynamique. Aujourd'hui, plus de la moitié des légumes importés que nous consommons en France viennent du sud de l'Espagne, très exactement de l'Andalousie. Cette région qui s'appelle désormais le jardin de l'Europe est pourtant une région quasi désertique au départ. Son développement est une réussite économique sans conteste, mais qui commence à poser des problèmes écologiques sérieux. Agnès Monteux, Nathalie Gallet, reportage. Au pied de la Sierra Nevada, le coin le plus sec d'Europe. Chaque fleur est un petit miracle. Et pourtant, en plein cœur du désert, nous sommes aussi dans le jardin de l'Europe. 15% de nos légumes viennent d'ici, où ils poussent toute l'année. Cultivés sous un océan de plastique, 30 000 hectares de serre à perte de vue. Miguel est un pionnier, un de ceux qui sont venus dans les années 50, peupler la région quand il n'y avait rien. Franco le voulait, alors ils ont creusé des puits profonds, l'État leur a donné des parcelles et de quoi produire. On a dû se débrouiller avec un cheval, une vache, une maison. Elle était bien la maison. Et là on s'est mis à produire. Depuis, avec l'installation des serres, la famille a fait fortune. Tous les enfants s'y sont mis. Sur ce désert, on n'avait même pas de terre. Qu'à cela ne tienne, on a cultivé dans du sable et aujourd'hui, les plantes poussent dans des sacs de roches ou de la laine de verre enrichie de sels minéraux. L'eau, rare, arrive au compte-gouttes. Elle est gérée par ordinateur. C'est clair que le plus important pour cultiver aujourd'hui et de tout temps, c'est l'eau, pas les sols. Sans eau, on n'a pas de culture. La mer juste à côté, une des solutions pour avoir de l'eau. Bientôt, elle sera dessalée dans 2 usines ultramodernes. Coûteux, mais indispensable pour aider l'agriculture et les hommes qui ne cessent d'augmenter. Trop vite, selon les écologistes, sans aucun respect de l'environnement. Nitrates, pesticides, au milieu des serres, cette décharge sauvage en témoigne, les précieuses nappes d'eau souterraines seraient mal protégées. Ça contamine le sol, ça contamine les nappes d'eau qu'il y a en dessous, et ça contamine le littoral, et même la mer. Mal protégées et surexploitées, les nappes se rechargent quand il pleut à peine 10 jours par an, trop peu, 300 hectomètres cubes disparaissent chaque année, et les usines de dessalement ne seront pas suffisantes. Cette exploitation intensive n'est pas durable. Alors, il faudra à un moment s'arrêter, réfléchir, dire bon, quelle est l'exploitation qui permettrait d'avoir un équilibre. Le succès des 15 000 familles aujourd'hui installées, comme les Peralta, fait rêver de nombreux pays arides. En Chine, au Maghreb, en Amérique latine. Mais ce modèle, cet Eldorado, pourrait ne pas être éternel. On va s'offrir maintenant un moment de détente avec une idée de visite pour le week-end à venir, par exemple.
La maison de l'écrivain Pierre Loti, c'est à Rochefort, en Charente-Maritime. Ce grand écrivain, voyageur, avait décoré chaque pièce de sa maison, donc de Rochefort, à l'image des pays qu'il avait visités. C'est une rencontre extraordinaire, mais ce lieu doit être protégé. François Privat, Alain Darigrand. Comme tous les matins, Claudie effectue sa tournée d'inspection. Ici, dans la mosquée de Pierre Loti, entre les mosaïques rapportées de Syrie ou de Turquie, elle traque l'éventuelle trace laissée par un visiteur. Une trace qui, non décelée, peut aboutir à l'envoi d'un objet vers un atelier de restauration. Vous voyez cette tache rougeâtre qui est ici, bien ça ce sont des doigts. Voilà, les gens ont touché comme ça, ont tourné, ou ont fait ça, et donc ça a laissé la marque de l'empreinte qui n'a pas été vue tout de suite, donc ça fait une tache rougeâtre. À la fois écrivain et marin, Pierre Loti a façonné sa maison natale à l'image de ses voyages autour du monde et de son imagination. Une salle médiévale côtoie un salon turc. Difficile d'évaluer le nombre d'objets collectionnés dans un environnement fragile qui supporte de plus en plus mal le défilé des visiteurs. À l'origine, ces murs étaient immaculés, on va dire. Et si on regarde par exemple tout le long ici, eh bien on voit bien que le passage des gens et le frottement a en quelque sorte donné une patine un peu lustrée au stuc. Le nombre de visiteurs est désormais limité à 20 personnes par heure. Des étoffes, des tapis sont irrémédiablement abîmés. Une chauve-souris dans un bocal ou encore un bateau offert par une amie tahitienne. Difficile d'entretenir tout un patrimoine qui se désagrège. Depuis 17 ans, le jour de fermeture est dédié à Pierrette avec son aspirateur et ses chiffons. Tout est fragile. Tout est fragile. Même les chaises que vous avez là sont très fragiles. Elles sont à moitié cassées. Il faut les prendre avec délicatesse. Sinon, elles pourraient se casser carrément. Et tout est fragile. Il faut y faire très attention. C'est tout. Des esprits un peu fous ont imaginé construire une réplique de la maison de Loti exclusivement réservée aux visiteurs, comme pour la grotte de Lascaux. Un projet utopique et financièrement déraisonnable pour le conservateur de la maison. Cinéma, le festival de Cannes est dominé aujourd'hui par la projection d'une grosse machine américaine, Troie, tirée de la mythologie grecque. Ce péplum retrace la guerre de Troie. Son héros, Achille, est incarné par Brad Pitt. C'est le retour du genre péplum, donc, comme on les avait connus dans les années 60, avec des Spartacus ou autres Moïse. Abdel Mostefa, Nadine Picard. C'est le jour J, celui où la grosse production hollywoodienne débarque à Cannes. Après Star Wars il y a 2 ans et Matrix l'an passé, au tour de Troie. Et contrairement aux Alliés en 1944, il faut que ça se sache. La guerre de Troie aura bien lieu, c'est écrit partout. Pub à la télé, au cinéma, là à l'instant sur le grand écran, et donc oui, pas mal de matraquage quand même. Ouais. Matraquage en règle pour un film à 200 millions de dollars. Des milliers de figurants transformés en dizaines de milliers de combattants grâce à la technologie numérique. 9 mois de tournage, les remparts mythiques reconstruits sur l'île de Malte. En résumé, tout le nécessaire pour que Grecs et Troyens remettent les pendules à l'heure. J'ai amené tous les guerriers de Grèce sur vos côtes. Tu peux encore sauver Troie, jeune prince. J'ai 2 souhaits. Réalisez-les. Et plus aucun Troyen ne mourra. Le premier est que vous rendiez Hélène à mon frère. Le second est que Troie tombe sous mon commandement et combatte pour moi dès que j'en donnerai l'ordre. Évidemment, Eric Bana, en fait, le Troyen Hector n'en fera rien et du coup, il devra tâter de l'épée d'Achille, Brad Pitt. Quant à la fautive, à l'origine de cette débauche d'énergie, donc Hélène, il s'agit d'une quasi-inconnue. Et Diane Kruger, ça vous dit quelque chose? Non, non, pas du tout. Diane Kruger? No, not really. Non. Diane Kruger, allemande de 26 ans, compagne de l'acteur français Guillaume Canet, 6 films à son actif, choisie parmi 3000 candidates pour jouer aux côtés de Peter O'Toole et Brad Pitt. Le rêve. C'était impressionnant. C'est sûr que c'était, j'en revenais pas. C'est comme dans un rêve, quoi. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai énormément appris. Ils étaient très gentils avec moi. Je suis très fière de pouvoir tourner avec eux, c'est sûr. Gladiateur hier, 3 aujourd'hui. Pour demain, Hollywood vous prépare les sagas d'Alexandre le Grand et Hannibal. Il faut croire qu'à nouveau, le péplum plaît. Alors nous avons tous plus ou moins entendu parler de la guerre de Troie et de son cheval qui est un exemple de la ruse militaire. Mais au fait, ce récit mythologique que nous devons à Homère repose-t-il sur une réalité historique? Réponse, Daniel Wolfram, Bernard Puceau.
La guerre de Troie a-t-elle eu lieu? Il ne reste évidemment que des ruines sur le site de ce qui fut, il y a 3000 ans, une opulente cité d'Asie mineure. Mais là, problème. Il existe 7 niveaux, 7 villes, les unes au-dessus des autres. Celle-là, par exemple, avec ses murs primitifs, ou cette autre, avec palais et remparts imposants. Une citadelle imprenable, qui demande ruse et adresse pour l'investir. Un cheval de Troie, pourquoi pas? Mais tout cela a-t-il vraiment existé? Tout petit déjà, Pierre Carlier, historien et biographe d'Homère, se penchait sur la mythologie grecque. La guerre de Troie, un épisode de l'Iliade, certes, mais la réalité historique, elle, est-elle imaginable? Nous savons que ces Achéens faisaient très souvent... On va dire des Grecs. Des Grecs. Ces Achéens, des Grecs, faisaient très souvent des incursions de pillage sur les côtes de l'Asie mineure. Et nous savons aussi que, très vraisemblablement, ces Achéens étaient organisés sous l'hégémonie de l'un d'entre eux, à certains moments. Donc vous voyez, donc la guerre de Troie, elle est possible. Elle est possible. Sur l'histoire, nous en resterons donc là. Il demeure le mythe, formidable, la quintessence de la guerre, tout y est, le cheval de Troie, la belle Hélène et le talon d'Achille. Malheureusement, Hollywood a pris des libertés avec Homère, et ce, sur un point capital. Il n'est plus question des dieux. Or, le mythe de la guerre de Troie, tel qu'il est donné dans la tradition épique, on ne comprend pas s'il n'y a plus les dieux. Le plus simple donc est de se replonger dans les livres et de poursuivre la lecture des mythes, littéralement en grec des récits, des histoires transmises, génération après génération. Un mot d'envoyé spécial ce soir qui consacre un de ses reportages à l'Arabie Saoudite. Ce pays n'est plus aujourd'hui épargné par les attentats islamistes et pourtant l'Arabie Saoudite est considérée comme le centre du monde musulman avec les lieux saints de la Mecque, gardienne de toutes les traditions. Voilà pour le côté officiel. Dans les faits, c'est toute une jeunesse qui essaie de ruser avec la morale et le dogme qui séparent toujours les hommes et les femmes. Exemple, les supermarchés qui en Arabie Saoudite sont devenus de véritables lieux de rencontre comme le raconte ce jeune Saoudien. Ici, il y a la police religieuse, des caméras tous les 10 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Et il y a aussi les frères et les pères des filles, c'est très risqué. La première méthode, tu prends l'escalier, l'escalator derrière la fille, et tu dis dans tout le monde ton numéro de téléphone. 20, 42, 80, 80, comme tu veux, ton numéro. Ou alors tu vas au comptoir, dans le magasin, il y a une cloison qui sépare les filles et les garçons. Et toi, tu te penches et tu glisses un petit papier avec ton numéro de téléphone dessus. Et après, si la fille, elle t'appelle, tu peux draguer, tu vas parler des heures avec elle au téléphone. Un très très bon endroit pour les chasseurs, c'est les magasins de CD. Les filles, elles sont seules, elles viennent dans ces magasins, tu sais bien ce qu'elles veulent. C'est bien, ici tu peux les voir. Cet aperçu des approches amoureuses me laisse rêveur. Même couvertes de la tête aux pieds, les jeunes filles se font comprendre d'un simple regard. Les garçons, eux, parviennent à leur fin, malgré toutes les surveillances. Envoyé spécial, c'est donc ce soir à partir de 21h sur France 2. Un mot de football avec Lyon, vainqueur de Bastia 1-0 sur coup franc de Juninho, qui a toutes les chances d'être champion de Ligue 1 pour la 3e fois consécutive. En effet, les Lyonnais disposent désormais de 4 points d'avance sur Monaco, qui a fait seulement match nul à Strasbourg, 0-0. Quant aux Marseillais qui ont déjà en tête la finale de l'UEFA, ils n'ont réalisé qu'un match nul, un partout contre Montpellier hier soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à 13h. Au revoir, à demain.